Il y a une ironie silencieuse qui réside dans la plupart des cuisines modernes. Des étagères remplies de compléments alimentaires, des piluliers alignés comme de petits soldats, des armoires à pharmacie débordant de choses qui coûtent une fortune et sont accompagnées d'une page d'effets secondaires imprimée en caractères si petits qu'il faut une loupe pour la lire. Et pourtant, caché au fond d'un réfrigérateur quelque part, ou posé sur un comptoir dans un bocal en verre qui bouillonne doucement, se trouve quelque chose que les anciennes civilisations considéraient comme plus précieux que l'or. Quelque chose qui ne nécessitait aucun laboratoire, aucun brevet, aucune ordonnance. Juste du sel, du temps et l'intelligence du monde vivant. Alors que l'industrie alimentaire moderne a passé les 100 dernières années à perfectionner l'art de tuer la nourriture, de la pasteuriser, de la stériliser, de la transformer en quelque chose qui pourrait rester sur une étagère pendant 3 ans sans changer, le monde antique faisait exactement le contraire. Il gardait la nourriture vivante. Et les bactéries intestinales, les enzymes, les acides organiques et les composés bioactifs de cette nourriture vivante les gardaient en vie en retour. Aujourd'hui, nous faisons le compte à rebours de 15 aliments fermentés issus de la tradition antique que la science moderne s'efforce maintenant de comprendre pleinement. Prêtez une attention particulière au numéro 1. La plupart des gens l'ont dans leur cuisine depuis des années et n'ont jamais réalisé qu'ils faisaient quoi que ce soit. Et quand nous arriverons au numéro 8, je vais vous raconter l'histoire d'une guérison rapportée dans l'un des textes les plus anciens de l'histoire humaine. Une histoire qui, lorsque vous la lisez à travers le prisme de la biochimie moderne, cesse de ressembler à de la poésie et commence à ressembler à une description clinique. Si vous avez toujours voulu comprendre ce que vos intestins réclament réellement, c'est cette conversation. Numéro 15, la choucroute, le probiotique qui a traversé les océans. Dans le livre des Nombres, il est rapporté que les Israélites errant dans le désert transportaient des aliments salés conservés pour survivre lors de longs voyages dans le désert. Les végétaux fermentés conservés dans le sel n'étaient pas une invention moderne. C'était une ancienne technologie de survie. La chimie spécifique expliquant pourquoi cela fonctionnait n'était pas comprise à l'époque. Mais cela était pratiqué par pratiquement toutes les civilisations qui ont eu besoin de garder de la nourriture vivante pendant une saison de pénurie. Les Chinois faisaient fermenter du chou dans du vin de riz il y a plus de 2000 ans pour nourrir les ouvriers construisant la Grande Muraille. Les légions romaines emportaient du chou fermenté lors de leurs campagnes. Et les marins allemands, des siècles avant que James Cook n'utilise de manière célèbre les agrumes, prévenaient le scorbut en mer avec des tonneaux de choucroute, un fait documenté dans les journaux du capitaine James Cook lui-même, qui a attribué à cette pratique le mérite d'avoir maintenu tout son équipage en vie lors de longs voyages dans le Pacifique. Ce que ces cultures préservaient sans en connaître le mécanisme était quelque chose que la science moderne peut maintenant décrire avec précision. La choucroute crue et non pasteurisée, produite par lactofermentation, contient des bactéries lactobacilles en quantité pouvant atteindre des milliards par portion. Elle contient de la vitamine C, suffisamment historiquement pour prévenir le scorbut lors de voyages océaniques de plusieurs mois. Elle contient de la vitamine K2, des glucosinolates provenant du chou lui-même, avec une activité documentée dans la recherche en laboratoire sur le cancer, et des acides organiques qui, selon les études, réduisent directement l'inflammation de la muqueuse intestinale. Une étude historique de l'université de Stanford a révélé qu'une alimentation riche en aliments fermentés augmentait la diversité du microbiome plus efficacement que même une alimentation riche en fibres, un résultat qui a surpris les chercheurs qui avaient longtemps supposé que les fibres étaient le principal moteur de la santé intestinale. Voici le détail de préparation qui compte le plus et que la plupart des gens manquent complètement. La choucroute qui se trouve dans le rayon de l'épicerie dans une boîte de conserve ou un bocal scellé de longue conservation a été pasteurisé. La chaleur qui la rend stable à température ambiante tue chaque culture vivante qu'elle a jamais contenue. Ce que vous voulez se trouve au rayon frais ou mieux encore dans votre propre bocal en verre. Tassez fermement le chou râpé avec 1 à 2 cuillères à café de sel non iodé par livre de chou. Pressez-le jusqu'à ce que la saumure monte au-dessus du légume. Couvrez sans serrer. Gardez-le à température ambiante pendant 5 à 7 jours. Quand il a une odeur aigre et qu'il fait de légères bulles lorsque vous l'ouvrez, il est vivant. Mangez 2 à 4 cuillères à soupe avec les repas tous les jours
et ne jeter sous aucun prétexte la saumure. Le liquide dans le bocal est aussi actif sur le plan médicinal que le chou lui-même, sinon plus. Les marins allemands ne connaissaient pas les lactobacilles. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient tonneau après tonneau de preuves que les hommes qui en mangeaient vivaient. La recherche explique maintenant pourquoi. Numéro 14. Le kimchi, l'armée immunitaire dans un pot en argile. Le livre des Proverbes, chapitre 27, note que l'âme rassasiée foule aux pieds le rayon de miel, mais que pour l'âme affamée, toute chose amère et douce. La cuisine coréenne traditionnelle a compris cette vérité d'une manière très spécifique. Le kimchi, du chou et du radis fermentés avec du piment, de l'ail, du gingembre et traditionnellement de la sauce de poisson, n'est pas un aliment réconfortant au sens occidental. Il est affirmé, piquant, profondément parfumé et légèrement difficile. Il n'a jamais été conçu pour être réconfortant. Il a été conçu pour être fonctionnel. La tradition culinaire coréenne, qui remonte à plus de 2000 ans, a produit des dizaines de variétés de kimchi conservées simultanément dans des pots en argile appelés ongi, enterrés dans le sol pour maintenir une température fraîche et stable. La diversité des variétés de kimchi était considérée comme aussi importante que le kimchi lui-même. Différents légumes, cette stratégie de diversité s'avère-t-il a une explication scientifique précise. Le kimchi produit une diversité de souches de lactobacilles, notamment le Lactobacillus kimchi, une souche que l'on ne trouve pas couramment dans d'autres aliments fermentés. Des études ont documenté les effets du kimchi sur la modulation immunitaire, la réduction du cholestérol, la sensibilité à l'insuline et les niveaux de cytokines inflammatoires. Mais voici ce que la plupart des sources de bien-être omettent. L'ail dans le kimchi n'est pas seulement une saveur. Il apporte des fructo-oligosaccharides, des fibres prébiotiques qui nourrissent spécifiquement les bactéries probiotiques que vous apportez simultanément. Le kimchi ne se contente pas de déposer des bactéries bénéfiques dans vos intestins, il les envoie avec une réserve de nourriture. Les composés de capsaïcine du piment ajoutent des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes directes. Le gingembre apporte des gingérols et des shogaols ayant des effets étudiés contre les nausées et pour le soutien de la circulation. Il s'agit d'un système alimentaire synergique construit sur des millénaires d'observations minutieuses. Mangez-en quelques cuillères à soupe à chaque repas. Dans les foyers coréens traditionnels, de multiples variétés étaient toujours sur la table simultanément. Cette variété, les chercheurs le comprennent maintenant, correspond à une plus grande diversité de cultures microbiennes atteignant l'intestin. Et la diversité du microbiome est l'un des marqueurs les plus constants des résultats de santé à long terme dans la littérature actuelle. Numéro 13. Le kéfir, l'ancienne boisson qui surpasse le yaourt. Le monde pastoral de l'Ancien Testament, la tente d'Abraham dans la Genèse 18, le festin décrit dans Samuel et les Chroniques, le lait et le miel promis dans l'Exode, était un monde construit autour des produits laitiers fermentés. Le lait dans l'ancien Proche-Orient n'était jamais consommé frais comme nous le concevons aujourd'hui. Sans réfrigération, le lait frais fermentait en quelques heures. Ce que les anciens buvaient, ce qu'ils donnaient à leurs enfants, ce qu'ils offraient aux invités d'honneur, c'était du lait fermenté. Riche en culture, vivant en enzymes, dense en probiotiques. Ce qui s'est développé dans la région des montagnes du Caucase, la zone s'étendant de la Géorgie et de l'Arménie moderne à travers l'Azerbaïdjan et jusqu'en Turquie, le kéfir, fabriqué en cultivant du lait avec des grains de kéfir, des colonies symbiotiques de bactéries et de levures qui ressemblent à de petits bouquets de chou-fleur, produit une boisson contenant entre 20 et 60 souches probiotiques distinctes. Comparez cela aux 2 à 7 souches du yaourt commercial. Ce n'est pas une différence marginale. C'est un aliment catégoriquement différent. Les peuples des montagnes du Caucase qui ont maintenu cette tradition ont été pendant une grande partie du XIXe et du début du XXe siècle parmi les populations ayant la plus grande longévité jamais documentée. Les chercheurs qui ont visité ces communautés ont noté des durées de vie atteignant couramment 100 ans et plus, avec une fonction physique et une clarté cognitive bien avancées dans la vieillesse. Leur alimentation a été étudiée de manière approfondie. Le kéfir était un élément quotidien sans exception. Les essais cliniques modernes confirment ce que ces communautés ont démontré empiriquement. Il a été démontré que le kéfir colonise l'intestin, ce qui signifie que les souches qu'il contient ne font pas que passer.
Elle s'y installe et se multiplie. Des études confirment qu'il réduit les symptômes de l'intolérance au lactose car les bactéries prédigèrent le lactose pendant la fermentation, le rendant accessible même pour de nombreuses personnes qui ne tolèrent pas le lait. Des recherches publiées dans des revues à comité de lecture montrent qu'il améliore les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, réduit les marqueurs inflammatoires et démontre une activité antitumorale dans des modèles animaux avec des résultats que les chercheurs décrivent comme dignes d'une investigation continue. Voici le détail de préparation que la plupart des gens négligent. Les grains de kéfir sont vivants. Ils nécessitent du lait entier non écrémé pour maintenir la diversité de leur culture. Le lait allégé peut être utilisé, mais les vitamines liposolubles et l'acide linoléique conjugué présent dans les produits laitiers entiers contribuent au profil nutritionnel global de l'aliment d'une manière que l'élimination des graisses supprime. Buvez une tasse par jour, du vrai kéfir, pas les boissons au yaourt stabilisé commercialisées sous le même nom. Le vrai produit est plus liquide, légèrement gazeux et suffisamment aigre pour attirer votre attention. Numéro 12. Le kombucha, la détox vivante. À travers le monde antique, les thés fermentés et les toniques fermentés apparaissent à plusieurs reprises dans des contextes médicaux et cérémoniels. Dans les Proverbes 31, les boissons fortes et le vin sont mentionnés comme des médicaments donnés aux mourants et aux pauvres, non pas comme des échecs moraux, mais comme de véritables traitements administrés. Le concept de boisson fermentée en tant que médecine est tissé à travers les textes anciens avec une constance. Le kombucha, du thé sucré fermenté transformé sur 1 à 3 semaines par un SCOBY, une culture symbiotique de bactéries et de levures, a une histoire documentée s'étendant à travers la Chine, la Russie et l'Europe de l'Est depuis plus de 2000 ans. Il est entré dans la littérature médicale occidentale au début du XXe siècle, lorsqu'il a été étudié par des chercheurs allemands et russes enquêtant sur ses effets sur la digestion et la fonction hépatique. La fermentation produit des acides organiques, principalement de l'acide acétique et de l'acide glucuronique, qui ont des mécanismes documentés de soutien hépatique et de détoxification. L'acide glucuronique se lie spécifiquement aux toxines et facilite leur élimination par les reins et la bile, l'échafaudage biochimique sous-jacent à l'affirmation traditionnelle selon laquelle le kombucha nettoie le corps. Il y a une vraie chimie ici. La recherche est encore en développement et des affirmations absolues sur la prévention des maladies exagéreraient ce que la littérature actuelle soutient. Mais les mécanismes sont documentés et crédibles. Le kombucha contient également des vitamines B produites pendant la fermentation et des antioxydants provenant des polyphénols du thé. Sa teneur en probiotiques est inférieure à celle du kéfir ou de la choucroute, mais son profil en acides organiques lui confère un rôle thérapeutique distinct que les autres ne reproduisent pas. Recherchez du kombucha cru et non pasteurisé avec des cultures vivantes répertoriées et une teneur en sucre inférieure à 5 grammes par portion. Buvez 4 à 8 onces avant un repas comme tonique digestif et non comme un remplacement quotidien de soda en quantités illimitées. Ciblé, intentionnel, de petites doses. Numéro 11. Le yaourt traditionnel entier, la base probiotique. Voici une distinction qui change tout ce que vous pensez savoir sur le yaourt. Le yaourt que le monde antique mangeait, égoutté, entier, fait à partir de lait entier, fermenté pendant 12 à 24 heures, jusqu'à ce que les cultures prolifèrent véritablement, est fondamentalement différent du produit aromatisé aux fruits, allégé en matière grasse et traité thermiquement qui remplit la plupart des réfrigérateurs aujourd'hui. Ils partagent un nom, ils ne partagent pas une fonction. Le psaume 81 rapporte que Dieu offre à Israël le blé le plus fin et le miel du rocher. La culture alimentaire entourant ce texte, l'économie pastorale de l'ancien Israël, les pratiques laitières de la Mésopotamie et de l'Égypte, les produits laitiers fermentés décrits dans de multiples documents de l'ancien Proche-Orient, étaient une culture dans laquelle les produits laitiers fermentés étaient une nourriture quotidienne, pas un supplément, pas un article de spécialité. Le pain quotidien. De multiples civilisations, grecques, moyen-orientales, sud-asiatiques et centra-asiatiques, ont développé indépendamment des produits laitiers fermentés de style yaourt, chacune les reconnaissant comme médicinaux pour les malades, réparateurs pour les personnes âgées
et fondamentaux pour la santé générale. Ce modèle de convergence indépendante à travers des cultures complètement séparées est en soi la preuve de quelque chose de réel. Des essais contrôlés randomisés sur du véritable yaourt de culture montrent qu'il réduit la durée de la diarrhée infectieuse, soutient la récupération après l'utilisation d'antibiotiques et réduit le risque d'infection associée aux antibiotiques en repeuplant la flore intestinale perturbée. Les aliments laitiers entiers fermentés contiennent de l'acide linoléique conjugué, un acide gras ayant des effets documentés sur l'inflammation et la composition corporelle. L'élimination des graisses supprime entièrement ce composé. La pratique grecque et moyenne-orientale consistant à égoutter le yaourt pour en faire du labné, une forme épaisse et concentrée, augmente la densité en protéines et en probiotiques par portion. Mangez-le avec de l'huile d'olive et des herbes comme il était censé être mangé, et non noyé dans du sirop de fruits et du granola. Numéro 10, le miso. L'usine à enzymes que le Japon a conservée pendant 1000 ans. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, les gâteaux de céréales et les préparations fermentées sont décrits avec un niveau de détail culinaire inhabituel pour les Écritures, suggérant que les préparations de céréales fermentées étaient reconnues comme des médicaments, et non pas seulement comme de la nourriture. L'intersection de la fermentation et des céréales est l'une des plus anciennes traditions médicales de l'histoire humaine. Le Japon a développé le miso, des graines de soja fermentées avec du riz ou de l'orge dans une moisissure appelée Aspergillus oryzae il y a plus de 1000 ans, et la pratique n'a jamais faibli. La soupe miso quotidienne au petit déjeuner reste parmi les habitudes alimentaires les plus constantes de la population ayant l'espérance de vie documentée la plus longue au monde. Lorsque les chercheurs ont commencé à chercher pourquoi, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Voici ce que la plupart des sources de santé omettent. Le miso longuement vieilli, plus sombre, plus riche, fermenté pendant 2 à 3 ans plutôt que quelques semaines, contient des concentrations considérablement plus élevées des composés bioactifs responsables des effets documentés du miso sur la santé. Le processus de fermentation transforme les graines de soja par dégradation enzymatique d'une manière qui les rend presque méconnaissables par rapport à l'ingrédient brut. Ce que vous obtenez est un aliment extraordinairement riche en enzymes digestives, en acides aminés libres. La fermentation réduit également l'acide phytique dans les graines de soja, qui bloque autrement l'absorption des minéraux, un mécanisme qui explique pourquoi les cultures asiatiques traditionnelles mangeant du soja quotidiennement n'ont pas développé les carences minérales que certaines recherches ont liées à la consommation de soja non fermenté dans les régimes occidentaux. Des études montrent que le miso spécifiquement, et non le soja non fermenté, réduit les marqueurs inflammatoires, soutient les bactéries intestinales bénéfiques et peut avoir des effets protecteurs sur la muqueuse de l'estomac, avec des résultats que les chercheurs décrivent comme suffisamment constants pour justifier une investigation continue. Le détail de préparation qui a eu de l'importance pendant 1000 ans et que les cuisiniers japonais traditionnels n'ont jamais violé, dissolvez-le dans un liquide chaud mais non bouillant, environ une cuillère à soupe par tasse de bouillon chaud. Cette instruction spécifique apparaît dans des textes culinaires japonais remontant à des siècles. Ils la suivaient avant que quiconque ne comprenne la biochimie qui la sous-tend. Numéro 9, le fromage cru affiné, le probiotique oublié. Le livre de Samuel rapporte qu'on a apporté à David du fromage de vache, probablement une forme de produit laitier fermenté à pâte dure, comme provision lors d'une campagne militaire. Le fromage à pâte dure dans le monde antique n'était pas un mets délicat. C'était une source de nourriture conservée et concentrée pour les personnes qui avaient besoin de densité calorique et de stabilité. Ce que le monde antique préservait était vivant. Les fromages au lait cru affiné, le parmesan traditionnel, le cheddar au lait cru, le gouda affiné, le roquefort, le manchego. Ils contiennent des cultures bactériennes actives qui survivent dans la matrice du fromage et atteignent l'intestin intact. C'est un fait que des décennies de transformation laitière industrielle et d'exigences de pasteurisation ont presque entièrement occulté. Des études sur les fromages crus affinés montrent qu'ils contiennent des lactobacilles, des bifidobactéries et d'autres espèces bénéfiques en quantité significative. Mais voici ce que la plupart des sources omettent entièrement. Le processus de vieillissement produit des acides gras à chaîne courte qui nourrissent directement les colonocytes, les cellules tapissant votre côlon, et soutiennent l'intégrité intestinale d'une manière que même d'autres aliments fermentés ne font pas.
Le fromage affiné est également l'une des sources alimentaires les plus riches en vitamine K2 sous la forme ménaquinone 7, la variété la plus biodisponible, qui dirige le calcium vers les os. La carence en K2 a été impliquée dans la calcification artérielle, l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Une portion modeste de vrai fromage au lait cru affiné répond à ce problème d'une manière qu'aucun supplément ne reproduit pleinement. Une once ou deux dans le cadre d'un repas, la façon dont les Européens le mangeaient pendant des siècles. Un condiment, pas une pièce maîtresse. La dose est petite. L'impact, selon les chercheurs étudiant la K2 et la santé cardiovasculaire, est réel. Numéro 8. Le pain au levain. L'ancienne miche qui se digère elle-même. Et nous arrivons ici à l'histoire que je vous ai promise au début. Restez avec moi, car celle-ci vaut la peine de s'y attarder. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, le prophète Élie s'effondre sous un genêt dans le désert du Néguev. Il a couru pour sauver sa vie. Il a fait une journée de marche dans le désert. Il s'allonge et demande à mourir. Il n'a, selon le récit du texte, pas mangé pendant ce qui semble être une période prolongée. Son corps est dans un état que la médecine moderne reconnaîtrait comme étant simultanément de la famine, de la déshydratation et une crise psychologique aiguë. Un ange apparaît 2 fois. À chaque fois, il le touche et dit « Lève-toi et mange ». Et ce qu'il attend les 2 fois dans le même récit, décrit avec une spécificité inhabituelle pour les Écritures, c'est un gâteau cuit sur des charbons et une cruche d'eau. Un gâteau de céréales cuit, du pain chaud, de l'eau. Ce n'est pas seulement de la poésie. En termes physiologiques modernes, c'est une description précise de la restauration cellulaire. Un corps épuisé en glycogène, en électrolytes et en substrat énergétique à qui l'on donne exactement les 2 choses dont il a besoin, des glucides complexes de céréales fermentées. Le texte rapporte qu'après avoir mangé 2 fois, il se leva et marcha avec la force de cette nourriture 40 jours et 40 nuits. Avec la force du pain et de l'eau. Le vrai levain, pas les versions de boulangerie qui utilisent de la levure commerciale, pas les pains faits en 2 heures, est un pain levé exclusivement par des levures sauvages et des bactéries lactobacilles, fermentées pendant un minimum de 8 à 12 heures et souvent 24 à 48. Pendant cette longue fermentation, les bactéries lactobacilles consomment les sucres qui feraient autrement grimper la glycémie. Elles produisent des acides qui abaissent le pH du pain et décomposent l'acide phytique, l'antinutriment du blé qui bloque l'absorption du zinc, du fer et du magnésium. Elles digèrent partiellement les protéines de gluten, les rendant structurellement différentes et nettement plus gérables pour le système digestif. Des études comparant le vrai pain au levain à longue fermentation au pain conventionnel montrent des réponses glycémiques significativement plus faibles, une meilleure absorption des minéraux et une digestibilité améliorée, même chez les personnes qui réagissent normalement au blé. Certaines personnes atteintes de sensibilité au gluten non cœliaque tolèrent le pain au levain à longue fermentation sans les symptômes qu'elles éprouvent avec le pain standard. Une découverte que les chercheurs décrivent comme prometteuse et méritant une investigation plus approfondie. Le pain qu'Élie a mangé était presque certainement quelque chose de proche de cela, dense, aux céréales complètes, fait lentement, maintenu en vie par les microbes présents dans le grain lui-même. Faites-le à la maison si vous le pouvez. De la farine complète, un levain chef entretenu et 12 à 24 heures. Pas de raccourci. La fermentation est le remède. La miche industrielle vendue dans un sac en plastique avec une durée de conservation de 3 semaines n'est pas du pain dans un quelconque sens ancestral. Elle partage une forme avec le pain. C'est à peu près là que s'arrête la ressemblance. Si ce genre de connaissances anciennes résonne en vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car ce qui va suivre va encore plus loin. Numéro 7. Le kvass. Le tonique sanguin dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre de boire de l'eau N. Boire de l'eau et manger du pain mesuré, pendant une période de prophétie symbolique. La régulation de l'eau, la pureté du sang et ce qui entrait dans le corps étaient traités avec un profond sérieux tout au long des écritures hébraïques. Le rôle médicinal de boissons fermentées spécifiques dans des contextes cérémoniels et médicaux s'étend à presque toutes les cultures anciennes. Et le kvass est l'un des exemples les plus puissants que le monde occidental a presque entièrement oublié.
Le kvass est une boisson fermentée traditionnelle d'Europe de l'Est, utilisée médicalement à travers la Russie, l'Ukraine et la Pologne depuis des siècles. Le kvass de pain, l'original, est une boisson probiotique à faible teneur en alcool, produite par la fermentation de croûtes de pain de seigle dans de l'eau. Le kvass de betterave est ce que la littérature médicale trouve de plus intéressant. Des betteraves crues fermentées dans de l'eau salée, traditionnellement utilisées dans la médecine populaire d'Europe de l'Est pour les affections hépatiques, la digestion lente et l'anémie. Voici le détail au niveau des composés qui échappent à la plupart des sources. La fermentation des betteraves concentre leur teneur en bêta-laïne, les pigments rouges des betteraves aux effets antioxydants et anti-inflammatoires documentés, tout en améliorant simultanément la biodisponibilité des nitrates alimentaires. Le corps convertit ces nitrates par une voie impliquant les bactéries buccales en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique dilate les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et réduit la pression artérielle. Des essais contrôlés randomisés sur la consommation de betteraves ont montré de véritables réductions de la pression artérielle systolique de 5 à 10 mm de mercure, une ampleur que les chercheurs décrivent comme comparable à certaines interventions pharmaceutiques, bien qu'avec un mécanisme et un profil de sécurité très différents. La lactofermentation ajoute des souches de lactobacilles et augmente la biodisponibilité du fer et du folate dans la betterave, rendant le kvass de betterave particulièrement pertinent pour les personnes souffrant d'une carence en fer, une condition que les herboristes d'Europe de l'Est qui s'y fiaient avaient identifiée empiriquement bien avant que le métabolisme du fer ne soit compris. 4 onces avant les repas. C'est terreux, légèrement acide, profondément minéral et c'est un goût qui s'acquiert. La plupart des gens qui s'y tiennent pendant 2 semaines cessent de remarquer le goût et commencent à remarquer le changement dans la façon dont ils se sentent. Numéro 6. La sauce piquante fermentée. Le feu métabolique. La culture du piment dans le monde antique apparaît à travers les médecines traditionnelles mésoaméricaines, africaines et asiatiques, avec une constance qui suggère la découverte indépendante de la même vérité biologique. Des préparations riches en capsaïcine apparaissent dans la médecine aztèque, dans la pratique ayurvédique, dans l'herboristerie traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. La reconnaissance que les piments forts faisaient quelque chose de fondamentalement différent au corps par rapport aux autres aliments n'était pas la perspicacité d'une seule culture. C'était presque universel. La sauce piquante fermentée, fabriquée par lactofermentation de piments forts frais avec du sel pendant 3 à 7 jours avant d'être mixée, est un produit différent de la sauce piquante commerciale faite avec du vinaigre distillé. Significativement différent. La fermentation produit des cultures vivantes de lactobacilles tout en concentrant simultanément la capsaïcine. La capsaïcine se lie au récepteur TRPV1 dans la muqueuse intestinale, déclenchant une cascade d'effets. Une thermogénèse accrue, des études montrent que la capsaïcine augmente le taux métabolique jusqu'à plusieurs heures après la consommation, un résultat qui a été reproduit dans de multiples essais cliniques. La stimulation de la sécrétion d'enzymes digestives, la modulation de l'appétit par des effets sur la gréline et la signalisation de la satiété, et une activité antimicrobienne directe contre Helicobacter pylori, l'un des moteurs les plus courants des ulcères gastriques. Une découverte ayant des implications pratiques importantes pour quiconque a déjà eu un inconfort gastrique persistant. Il y a une couche supplémentaire que la plupart des sources omettent entièrement. Des recherches récentes ont identifié une interaction spécifique entre la capsaïcine et la production d'acides gras à chaîne courte dans l'intestin. Les préparations de piments fermentés semblent stimuler les bactéries productrices de butyrate, et le butyrate figure parmi les composés les plus étudiés et les plus protecteurs pour la santé intestinale, la recherche le liant à la prévention du cancer du côlon, à l'intégrité de la barrière intestinale et à des effets anti-inflammatoires. La recherche est encore en développement, mais la direction est suffisamment cohérente pour valoir la peine d'être notée. 1 cuillère à soupe ou 2 sur la nourriture à chaque repas. Les cuisines traditionnelles mexicaines, coréennes et ouest-africaines mettent toutes en vedette des préparations de piments fermentés. Ce n'étaient pas des accidents de saveur, c'étaient des aliments fonctionnels intégrés dans les habitudes culturelles au fil des générations. Numéro 5. L'ail et le miel fermenté, la légende immunitaire.
Dans le Siracide, l'un des livres deutéro-canoniques reconnus comme écriture par les traditions catholiques et orthodoxes et comme littérature de sagesse historique plus largement, il est écrit « Le Seigneur a créé des remèdes à partir de la terre, et l'homme sage ne les méprisera pas. » Le miel et l'ail apparaissent tous deux séparément tout au long des textes médicaux et sacrés anciens, avec une fréquence qui suggère que leur valeur n'était pas théorique. Ils étaient utilisés quotidiennement par des personnes qui avaient besoin qu'ils fonctionnent. Ce qui se passe lorsque vous les fermentez ensemble est quelque chose que les anciens herboristes qui pratiquaient cela à travers les traditions asiatiques et européennes comprenaient empiriquement. Ce que nous comprenons maintenant biochimiquement est ceci. L'environnement enzymatique du miel cru, avec sa glucose-oxydase productrice de peroxyde d'hydrogène, sa faible activité de l'eau, sa teneur en peptides antimicrobiens, crée des conditions qui transforment l'ail cru sur une période de 4 à 8 semaines. La lysine, le principal composé actif de l'ail, devient plus stable et plus biodisponible grâce à ce processus. Les composés antimicrobiens du miel deviennent plus concentrés, et le microbiote naturellement présent à la fois sur l'ail et le miel cru initie une fermentation lente qui produit des composés bioactifs supplémentaires. La recherche clinique sur l'ail montre qu'il réduit la fréquence des rhumes et des infections des voies respiratoires supérieures, abaisse la pression artérielle, réduit le cholestérol LDL et possède une activité antimicrobienne à large spectre contre les agents pathogènes, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques, avec des résultats suffisamment cohérents pour soutenir une investigation continue. La recherche sur le miel cru confirme des effets antibactériens, des propriétés antivirales et l'accélération de la cicatrisation des plaies. Voici le détail pratique sur lequel la plupart des gens se trompent lorsqu'ils tentent cette préparation. L'ail doit être cru et fraîchement épluché, non préhaché, non en pot. Le miel doit être cru et non filtré, contenant encore les enzymes vivantes et le pollen. Le miel pasteurisé ne fermentera pas de la même manière. Immergez des gousses entières épluchées dans du miel cru dans un bocal propre. Laissez-le à température ambiante pendant 4 à 8 semaines, en ouvrant brièvement le couvercle tous les quelques jours pour laisser échapper le gaz. Les gousses couleront, puis s'adouciront en saveur, devenant finalement tartinables et presque douces. Le miel devient profondément infusé des composés actifs de l'ail. 1 à 3 gousses par jour pendant la saison des rhumes et de la grippe. Davantage dès l'apparition de la maladie. C'est le genre de préparation qui existait dans chaque armoire à pharmacie familiale traditionnelle avant que nous ne décidions que les médicaments venaient dans des plaquettes thermoformées. Numéro 4. Le vinaigre de cidre de pomme avec la mer. Le régulateur de la glycémie. Le vinaigre apparaît dans les Écritures dans 2 contextes qui sont souvent manqués lors d'une lecture occasionnelle. Dans Ruth 2,14, Boaz invite Ruth à s'approcher, à manger du pain et à tremper son morceau dans le vinaigre, une offre de repas. Dans Nombre 6, le vœu de Naziréa interdit la consommation de vinaigre de vin, ce qui implique que le vinaigre fermenté était une présence ordinaire à table. Le vinaigre était de la nourriture, un remède, une présence quotidienne sur la table antique. Le vrai vinaigre de cidre de pomme avec la mer est le point final d'une double fermentation. Les pommes fermentent d'abord en cidre brut, puis une seconde fermentation convertit l'alcool en acide acétique. La mer, la colonie de bactéries responsable de cette seconde fermentation, reste visible sous la forme d'une masse trouble et filandreuse au fond de la bouteille lorsqu'elle n'a pas été éliminée par filtration et pasteurisation. De multiples essais cliniques contrôlés ont montré que la consommation d'1 à 2 cuillères à soupe avant un repas riche en glucides réduit les pics de glycémie post-prandiaux de 15 à 30%. Le mécanisme est bien documenté. L'acide acétique inhibe l'enzyme alpha-amylase qui décompose l'amidon en glucose, ralentissant essentiellement l'absorption des glucides. Pour quiconque gère sa glycémie et compte tenu du paysage actuel de la santé métabolique, c'est-à-dire la plupart des personnes d'un certain âge, des études montrent également des améliorations de la sensibilité à l'insuline au fil du temps, avec une utilisation régulière, des réductions de la glycémie à jeun et des effets significatifs sur les niveaux de triglycérides. Voici le mécanisme supplémentaire qui est rarement discuté. Le vinaigre de cidre de pomme stimule la production d'acide gastrique chez les personnes atteintes d'hypochlorhydrie, un faible taux d'acide gastrique,
une condition dont les chercheurs estiment qu'elle affecte un pourcentage important d'adultes de plus de 60 ans et qui est profondément sous-diagnostiquée. Un faible taux d'acide gastrique entraîne des ballonnements chroniques, une digestion inadéquate des protéines, une malabsorption des minéraux et une susceptibilité aux agents pathogènes. Y remédier, avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dilué avant les repas, peut résoudre les symptômes. Une cuillère à soupe dans 8 onces d'eau 15 minutes avant les repas. Jamais non diluée, l'acidité endommage l'émail des dents et la muqueuse œsophagienne avec le temps. Dilué, il figure parmi les interventions les plus soutenues par des preuves et les moins coûteuses de toute cette liste. Numéro 3. Le natto, l'aliment cardiovasculaire le plus sous-estimé sur Terre. Le concept d'aliment qui fluidifie le sang, soutiennent la circulation et protège le cœur apparaît à plusieurs reprises dans la littérature médicale ancienne d'Asie, dans le Huangdi Neijin de la médecine traditionnelle chinoise, dans les premiers textes médicinaux japonais, dans la pratique ayurvédique. L'idée que les préparations de soja fermenté avaient des effets cardiovasculaires spécifiques faisait partie de la pratique médicale japonaise traditionnelle, bien avant que quiconque n'isole le composé responsable. Le natto, des graines de soja fermentées préparées avec Bacillus subtilis, produit un composé appelé nattokinase. Cette enzyme, que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'approvisionnement alimentaire, a démontré dans des essais cliniques sa capacité à dissoudre la fibrine, la protéine qui forme les caillots sanguins, avec un mécanisme que les chercheurs ont comparé favorablement aux thrombolytiques pharmaceutiques en termes de protection cardiovasculaire. Il réduit directement le risque de thrombose, abaisse la viscosité du sang et agit par une voie distincte des médicaments anticoagulants courants, avec un profil de sécurité que les chercheurs décrivent comme significativement différent des alternatives pharmaceutiques. Pour quiconque se préoccupe du risque cardiovasculaire, ces découvertes figurent parmi les plus cliniquement significatives de toute la recherche sur les aliments fermentés. La science est encore en développement, mais la direction et la cohérence des résultats ont attiré une sérieuse attention académique. Voici le détail spécifique que la plupart des sources omettent. L'activité de la nattokinase est sensible à la chaleur. Les suppléments commerciaux de nattokinase sont traités à des températures dont les chercheurs ont découvert qu'elles réduisent considérablement l'activité enzymatique. La seule façon de garantir que vous obtenez de la nattokinase biologiquement active est par l'aliment lui-même, consommé à la température corporelle ou en dessous. Ne chauffez pas le natto. Mangez-le froid ou à température ambiante, traditionnellement sur du riz chaud, où la chaleur du riz n'entre pas directement en contact avec l'enzyme, ni ne la dénature. Le natto est également la source alimentaire unique la plus riche en vitamine K2 sous la forme MK7. Une seule portion fournit plus de 300 microgrammes par rapport aux 30 à 50 microgrammes que la plupart des chercheurs recommandent. La K2 dirige le calcium hors des artères et vers les os. Sa carence a été impliquée dans la calcification artérielle et l'ostéoporose. Le natto s'occupe des deux simultanément. La saveur et la texture sont véritablement difficiles pour ceux qui le rencontrent pour la première fois. Filandreux, piquant et au goût de fermentation prononcé. La culture traditionnelle du petit déjeuner japonais le considère comme banal, ce qui constitue en soi une forme de preuve. 50 à 100 grammes servis sur du riz plusieurs fois par semaine. Numéro 2. La betterave fermentée, le superchargeur de circulation. Ésaïe 40-31 contient une promesse qui a résonné à travers les générations. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point, et ils marcheront et ne se fatigueront point. Quelle que soit l'application spirituelle de ce passage, il y a une réalité physiologique en dessous à laquelle la betterave fermentée répond d'une manière remarquablement directe. Les nitrates des betteraves, davantage concentrés par la lactofermentation, sont convertis par les bactéries buccales en oxyde nitrique, la molécule responsable de la vasodilatation, de l'amélioration de l'apport en oxygène aux muscles et de l'amélioration de l'endurance cardiovasculaire. Des essais contrôlés randomisés sur la consommation de betteraves ont montré de véritables améliorations du temps jusqu'à l'épuisement physique, une meilleure efficacité de l'oxygène et une récupération plus rapide. Des résultats suffisamment robustes pour que les préparations à base de betterave soient désormais restreintes par certains organismes de réglementation du sport d'élite,
ce qui est une forme inhabituelle de confirmation quant à la puissance d'un légume. Voici le détail de préparation sur lequel la plupart des sources, même sérieuses, se trompent. Les betteraves crues fermentées conservent des niveaux considérablement plus élevés de bétalaïnes actives et de nitrates bioaccessibles. La chaleur dégrade considérablement les deux composés. La préparation traditionnelle dans la médecine populaire d'Europe de l'Est, des betteraves crues, de l'eau filtrée, une petite quantité de sel non iodé, quelques jours à température ambiante, n'est pas seulement la méthode la plus simple, mais aussi la supérieure sur le plan médical. Pas de cuisson, pas d'ébullition. La saumure qui en résulte après 3 à 5 jours de fermentation est la forme la plus concentrée des composés actifs de l'aliment. 3 à 4 onces de cette saumure par jour avant une activité physique ou comme tonique matinale. La fermentation ajoute des cultures probiotiques de lactobacilles et augmente la biodisponibilité du fer et du folate dans la betterave elle-même, rendant les betteraves fermentées particulièrement utiles pour quiconque fait face à la fatigue liée à une carence en fer ou à un apport inadéquat en folate, ce qui, chez les adultes de plus de 50 ans, est plus courant que la plupart des gens ne le réalisent. La couleur vous alarmera. Elle rendra votre urine et occasionnellement vos selles d'un rouge rose profond. Ce sont les bétalaïnes qui sont traitées. Ce n'est pas un problème, c'est l'aliment qui fait son effet. Numéro 1. Les légumes lacto-fermentés crus non pasteurisés. La fondation qui a toujours été là. La plupart des gens qui lisent ceci, la plupart des gens qui regardent ceci, ont eu quelque chose dans leur cuisine à un moment de leur vie qui correspond à cette catégorie. Un bocal de cornichons, un récipient de choucroute, quelque chose que leur grand-mère a fait qui reposait au fond du réfrigérateur et qui sentait fort, acide et vivant. Et ils l'ont utilisé comme condiment peut-être, ou l'ont ignoré, ou l'ont jeté quand ils ont déménagé. Le légume lacto-fermenté, concombre, carottes, radis, navets, haricots verts, chou-fleur, tout légume conservé dans une saumure salée par fermentation naturelle de lactobacilles, est peut-être l'aliment préparé le plus ancien de l'histoire humaine. Il apparaît dans pratiquement toutes les cultures qui ont jamais existé, sous des noms différents, avec des épices différentes, avec des légumes différents, mais avec le même mécanisme fondamental, du sel, de l'eau, du temps et l'intelligence du monde microbien. La distinction qui détermine si ces aliments font quoi que ce soit pour votre santé est la suivante. Du vinaigre a-t-il été ajouté, ou l'acidité s'est-elle développée par une fermentation vivante ? Pratiquement chaque cornichon dans un rayon de supermarché standard utilise du vinaigre blanc distillé. Ce n'est pas un aliment fermenté, c'est un aliment acidifié. Aucune bactérie n'a été impliquée, aucune bactérie n'a survécu. Il est de longue conservation, prévisible et médicalement inerte. Les vrais cornichons lacto-fermentés sont faits avec des concombres, de l'eau filtrée, du sel non iodé. Le sel crée un environnement où les bactéries lactobacilles, naturellement présentes sur la peau du concombre, peuvent prospérer, produire de l'acide lactique et conserver le légume grâce à une véritable transformation biologique. Ces cornichons vivent dans le réfrigérateur. Ils sentent le vivant parce qu'ils le sont. Des études sur les légumes lacto-fermentés montrent qu'ils augmentent la densité et la diversité des bactéries intestinales bénéfiques, contiennent des quantités significatives de vitamine C et de vitamine B produites pendant la fermentation, et fournissent des acides organiques qui modifient l'environnement intestinal en faveur des bactéries bénéfiques. La saumure, le liquide dans lequel il baigne, est médicalement active et ne devrait jamais être jetée. Les athlètes ont utilisé la saumure de cornichon pour un soulagement rapide des crampes musculaires, un phénomène que les chercheurs ont maintenant lié à un réflexe neuronal déclenché par les composés acides, et non simplement à l'hydratation. Vous pouvez les faire à la maison avec un bocal Mason, des légumes, du sel et de l'eau. L'investissement n'est presque rien, le retour en termes de ce que reçoit votre microbiome intestinal est significatif. Vérifiez l'étiquette de n'importe quel bocal dans votre réfrigérateur en ce moment. Si le premier ingrédient acide listé est le vinaigre, ce n'est pas ce que votre corps demande. Si le seul acide présent est l'acide lactique, produit par les bactéries elles-mêmes, c'est la vraie chose. Il y a un principe qui traverse chaque élément de cette liste, et c'est la chose la plus importante avec laquelle je puisse vous laisser. La qualité n'est pas une préférence, la qualité est le remède. Les composés actifs de chaque aliment dont nous avons discuté aujourd'hui, les cultures vivantes de lactobacilles dans la choucroute, la nattokinase dans le natto,
l'acide glucuronique dans le kombucha, les enzymes vivantes dans le miso, l'allicine dans l'ail fermenté, sont fragiles d'une manière que la transformation alimentaire industrielle ne respecte pas et n'a jamais été conçue pour respecter. La pasteurisation, qui applique une chaleur suffisante pour tuer tous les micro-organismes, a été conçue pour créer une stabilité de conservation. Elle le fait parfaitement. Elle détruit également, complètement et sans exception, chaque culture vivante présente. Le raffinage dépouille les préparations de céréales fermentées de leurs composés actifs. Les processus de stabilisation commerciale qui prolongent la durée de conservation neutralisent l'activité enzymatique qui rend ces aliments médicinaux en premier lieu. La différence entre la choucroute crue non pasteurisée et la version en conserve de longue conservation n'est pas une petite différence nutritionnelle, comme la différence entre un peu plus ou un peu moins de fibres. L'un de ces aliments contient des milliards d'organismes vivants effectuant un travail biologique complexe dans votre intestin. L'autre partage un nom avec lui, c'est toute l'étendue de leur ressemblance. Ce principe selon lequel la transformation à l'échelle de la production alimentaire industrielle détruit les propriétés mêmes qui rendaient les aliments traditionnels médicinaux est la réponse à une question sur laquelle les scientifiques s'interrogent depuis des décennies. Pourquoi les populations traditionnelles qui mangent ces aliments vivent-elles plus longtemps, contractent-elles moins de maladies chroniques, ont-elles des taux plus faibles de maladies auto-immunes? Non pas parce que les aliments sont exotiques, parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils n'ont pas été transformés pour la stabilité au prix de la vitalité. Les personnes qui ont bâti ces traditions, qui ont fait de la choucroute pendant les hivers allemands, qui ont mangé du miso chaque matin pendant 1000 ans, qui ont gardé de l'ail et du miel fermenté comme remède familial, elles avaient des générations d'observations attentives. Elles avaient des corps qui leur disaient ce qui fonctionnait, et elles ont construit des cultures alimentaires entières autour de ces observations. La science moderne, avec ses études en double aveugle et ses analyses par spectrométrie de masse, explique maintenant méthodiquement des mécanismes que les cultures traditionnelles n'ont jamais eu besoin de nommer. La sagesse a toujours été là. La question qui se pose à nous est simplement celle-ci. À quel moment avons-nous décidé que la nourriture devait durer éternellement sur une étagère, et qu'avons-nous abandonné en échange de cette commodité? Pensez-y. Si ce genre de conversation a du sens pour vous, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner, et partagez ceci avec quelqu'un dans votre vie qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire pour me dire lequel vous a le plus surpris, ou lequel vous mangez déjà. Dites-moi ce que vous aimeriez explorer ensuite. Je lis absolument chaque commentaire. Du nouveau contenu sort chaque semaine et nous ne faisons que commencer.